L'année dernière, quand il a remporté, quand il a attaqué au championnat du monde pour aller chercher cette victoire-là, pour la première fois de ma vie en écoutant le sport, j'ai versé une larme. J'étais tellement émue. Puis c'est juste par la beauté du sport, c'est juste la façon qu'il le fait. Il me fait vivre beaucoup d'émotions, ce coureur-là. Il a une belle histoire aussi, je pense. Il est champion du monde aujourd'hui. C'est cool. Bonjour, nouvel épisode de Hold the Talk aujourd'hui. Très content de débuter ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais encore une invitée très spéciale, comme j'ai l'habitude de dire. Avant de continuer dans le développement là-dessus et de parler un peu plus de cyclisme et de triathlon avec notre invité, juste vous rappeler, Hold the Talk, c'est vraiment une émission, un projet que j'ai lancé tout seul. J'ai un petit peu de collaboration, un petit peu de soutien comme vous faites déjà. Continuez à liker, continuez à commenter, continuez à subscribe, continuez à partager. Ça va nous faire tourner le mouvement comme il faut et on avance tranquillement et ça fait du bien de se sentir accompagné. Donc, je continue. Aujourd'hui, une invitée très spéciale. Il y a des vocations qui collent à la peau et qui très souvent vous vont comme un gant. Et la petite voix de cette dernière ne fait que prendre de plus en plus de poids dans vos rêves. Athlète émérite, 20 ans d'expérience ou plus, avec tout en haut un rêve olympique qui n'a fait que continuer à animer sa passion pour la petite reine et le sport. Aujourd'hui, ce n'est plus à coup de pédale qu'elle vit sa passion pour le sport, mais plutôt dans les médias sportifs. Un monde où la contingence masculine est dominante et pour se faire une place, elle a dû petit à petit faire son nid. Des plus grands critériums aux plus belles classiques, du Tour de France à la Vuelta, ces preuves ne sont plus à faire. Alors l'ascension continue. Notre petite reine du lac Saint-Jean s'envolera cet été commenter une des disciplines olympiques les plus éprouvantes, le triathlon. C'est avec grand plaisir aujourd'hui que j'accueille Audrey Lemieux. À quoi bas, Audrey, comme on dit chez nous. Allô, bonjour Greg. Bienvenue. Ça me ferait vraiment plaisir de t'avoir. Alors, petite erreur, j'ai dit que tu vas t'envoler pour les Jeux Olympiques et le triathlon. Tu seras la commentatrice officielle pour Radio-Canada pendant les Jeux Olympiques de la discipline donc, du triathlon. Félicitations à toi. Merci beaucoup. C'est vraiment une bonne nouvelle que j'ai eue. En fait, ça faisait un petit bout qu'on le savait, mais là, on attendait d'avoir le feu vert pour l'annoncer avec Radio-Canada. Et là, c'est sûr qu'on espère que tout aille dans le bon sens aussi pour les Jeux olympiques. On sait qu'au moment où on se parle, c'est un petit peu... on est encore un petit climat d'incertitude qui règne, mais en tout cas, c'est surtout pour les athlètes que je dis ça. Tu sais, je veux dire, moi, oui, je suis très heureuse d'avoir eu cette opportunité-là, mais je sais c'est quoi être un athlète. C'est beaucoup d'investissement de temps et je leur souhaite du plus profond de mon cœur que ça ait lieu parce que se sont préparés et ça n'a pas été évident. On va faire un petit aparté sur le côté athlète. Bon, Jean-Luc, tu es journaliste, ça fait donc quelques années que tu fais ça, mais avant ça, tu étais une cycliste à part entière, cycliste pro. Tu as été championne canadienne une couple de fois, junior, senior, au début des années 2000, entre 2002 et 2005. Tu as eu la chance de participer aux Jeux Olympiques avec les parents. Et là, tout à l'heure, tu m'as donné plus d'explications. J'avais besoin de comprendre. Donc, tu as participé à Rio avec une athlète non-voyante qui s'appelait Robbie Weldon. C'est une athlète qui vient de Thunder Bay, en Ontario. Donc, c'est une athlète qui a fait 4 Jeux paralympiques, si je ne me trompe pas, en ski de fond et en paraski de fond et en paracyclisme. Et toi, tu t'es retrouvé à la guider un petit peu dans la discipline. Ça a dû être une expérience vraiment incroyable. Et 4 ans après, tu retournes aux Jeux, plus du côté athlète, donc du côté caméra et côté média. Écoute, c'est vraiment cool. Comment est-ce que tu regardes aujourd'hui ce cheminement que tu as pu faire? Parce que je t'ai vu commencer, de près ce que j'ai lu, tu as commencé quand même assez tôt. J'ai lu qu'il y avait en 2007 ou en 2007, je pense que tu as commenté les Jeux du... Que je ne me trompe pas. C'était le Tour de l'île du Prince-Édouard. C'était une course par étapes féminine. Ici au Québec. Et depuis... Oui. Oui. Oui, j'ai eu des très belles opportunités. Alors, se rendre à Tokyo, on va rentrer là-dedans, se rendre à Tokyo, aller commenter cette discipline.
J'imagine que pour toi, c'est une nouvelle. Bon, comme tu as dit au début, tu t'en doutais, tu savais qu'il allait, il y a des chances que ça arrive. Bon, maintenant, c'est confirmé. Il y en donne un petit peu dans un contexte spécial. Tu as commencé avec ça. Le contexte pour les athlètes n'est pas facile. Tu as été athlète, comme tu l'as dit. Ils s'entraînent pour. C'est un rêve, hein, les Jeux Olympiques. Là, depuis 2 ans, ils sont un peu dans le brouillard. Même encore un petit peu, même si on s'approche. On voit que là-bas, c'est encore un petit peu compliqué. Ici, c'est in and out, plus ou moins. Toi, tu vis ça. Est-ce que tu peux comparer? Moi, je pense qu'on peut comparer ça à un petit peu le rôle d'athlète. Tu es journaliste aujourd'hui, mais toi non plus. Hein. Tu ne sais pas comment tu vas te préparer, s'il faut avancer, pas avancer. Comment est-ce que tu vis un petit peu tout ça, toi, dans ton rôle de ton côté? C'est sûr que je commente le triathlon et c'est un petit peu plus difficile parce que l'année dernière, il n'y a pratiquement pas eu de course. En tout cas, du moins, le circuit ITU n'a pas eu lieu. Donc, ça en reste là pour ma préparation. C'est sûr que c'est un petit peu plus difficile d'aller chercher, d'aller gratter des informations, de suivre les athlètes quand il n'y a pas une saison normale sur le circuit. Donc, c'est sûr que ça fait une préparation qui est différente, mais je fais un peu comme les athlètes, comme tu dis, c'est comparable dans le sens que moi, je me prépare à 100% comme s'il y en a. Tu sais, je veux dire, c'est le mieux qu'on peut faire. Ensuite, ben, on n'a vraiment pas le contrôle sur le reste. Puis ça, c'est vraiment une phrase aussi. Tu sais, en tant qu'athlète, je suis persuadée que tu as dit ça souvent. Je vais contrôler tout ce que je peux contrôler, puis le reste, ben, c'est pas en mon pouvoir. Fait qu'après ça, ben, il faut faire un certain lâcher prise, mais c'est un peu comme ça que je l'aborde. Ton feeling, si on doit faire un petit. Allez, on est à moins de 100 jours des Jeux, 50-50, 60-40, 70-30, c'est quoi ton pourcentage de… Comment tu évalues ça de ton bord? C'est difficile à dire. J'ai lu récemment des textes comme quoi c'était vraiment la population du Japon qui mettait un peu de pression pour pas que ça ait lieu. C'est sûr que les organisateurs, eux, ils veulent que ça ait lieu. Donc, à ce niveau-là, je pense que ça va presque être une question de pouvoir. C'est difficile à dire, mais je pense qu'un événement de cette envergure, le fait qu'il l'ait reporté d'1 an, s'ils n'ont pas encore annoncé que c'est annulé présentement, ben, s'ils le font, du moins, ça va être un gros coup de théâtre, là. Je dirais 60-40, 60% ça va avoir lieu, 40% ça n'aura pas lieu. Mais Et bon, on se toi? rapproche, on se rapproche. Moi, je suis comme toi, j'étais pessimiste au début. Maintenant, plus on se rapproche, plus j'ai l'impression qu'il y a de grandes chances que ça arrive. Tu vois, en natation, l'un des problèmes, c'est qu'ils n'ont pas encore fait les équipes. Ils étaient supposés avoir des essais qui étaient supposés avoir lieu il y a 2 semaines. Ça a été repoussé à début mai. C'était en Ontario. L'Ontario est fermé. Donc là, on parle encore de peut-être repousser encore jusqu'en juin. Donc imagine en termes de préparation pour un coach, tu prépares pour avril. On te dit un mois avant, non, c'est pas avril, c'est mai. Donc là, tu rebricoles jusqu'à mai. Tu rebricoles. Donc tu es en train de, tu sais comment c'est, hein, tu te prépares pour un événement, c'est de la planification, c'est de l'organisation. Et toi, tu te retrouves un petit peu à bricoler puis à repousser un petit peu l'échéance. C'est pas idéal pas idéal pour personne. J'espère qu'ils vont se sortir. Je vois qu'il y a des petites injustices qui se passent, et notamment des Australiens qui devaient se qualifier au plongeon, parce que c'est les épreuves qualificatives partout dans le monde, et puis c'est annulé à cause du Covid, donc ils ne peuvent plus y aller, ils ne peuvent plus aller défendre la médaille de bronze gagnée à 4 ans. Enfin, il y a quelques histoires comme ça, mais j'espère vraiment que pour la plupart, on va aller au bout. Petite dédicace à ces athlètes qui sont en bout de course, en fin de parcours en fait, et qui terminent, et c'est leur objectif de fin. Je trouverais ça dur. Si toute ma vie, je me suis battu pour aller au jeu, j'ai 30 ans ou 32 ou 28 ou 27, puis je sais que c'est la fin, et que pour le Covid, j'y vais pas, j'imagine que ça doit être assez pénible à digérer. En tout cas, tu as vu dans mon intro, j'ai parlé un petit peu j'ai parlé un petit peu du journalisme des femmes dans un monde qui était à dominance masculine. Je ne sais pas si tu as suivi un Oui. petit peu ce qui se passe en France en ce moment dans le journalisme sportif. Depuis 8 mois, 9 mois, du côté du journalisme sportif, ça balance pas mal. Et les gens, bon, c'était un sujet qui est très connu, mais depuis qu'on en parle un peu plus, on réalise à quel point, déjà, en France, il y a à peine 10% des femmes qui travaillent dans le journalisme sportif, dans cette communauté-là. Donc, c'est pas énorme. Et c'est pas mal difficile pour elles. Toi,
dans ton travail aujourd'hui au Canada, est-ce que tu as vécu certaines difficultés, des situations pénibles et comment tu as réussi à les combattre si tu as eu des problèmes? Parce que j'imagine que ça peut être simple non plus. C'est sûr qu'il y a beaucoup plus d'hommes là, dans ce milieu-là encore ici au Québec. Euh, j'ai pas eu de mauvaise expérience parce qu'à chaque fois que j'ai travaillé, oui, j'étais aux côtés de la gente masculine. Ça a été toujours ça dans 100% des cas. Chaque événement sportif que j'ai été, soit analyste ou animatrice, j'étais avec des hommes. C'est sûr que moi, je proviens d'un milieu sportif déjà, donc j'ai vécu la plupart de mon temps avec des hommes. Donc, les camps d'entraînement, je m'entraînais souvent avec des gars. Tu sais, je suis habituée. Puis moi, en plus, j'ai un frère plus vieux. Fait que, tu sais, je m'entends super bien. Fait que ça a toujours été naturel. Mais aussi, je me souviendrai toujours de mon premier contrat en studio à RDS, l'accueil qu'ils m'ont fait. Je veux dire, j'étais appelée pour commenter les championnats du monde féminin. Puis les gars, c'était Sébastien Boucher et François Parisien. C'est sûr que j'étais extrêmement nerveuse. Les deux m'ont accueilli, ont détendu l'ambiance, c'était drôle. Même, je me souviens, il y avait des pauses publicitaires, puis les gars faisaient des jokes dans les pauses, puis là, il fallait que je me retienne pour pas, après ça, avoir un faux rire en ondes. Là. Fait que, ça a été toujours des expériences super agréables. C'est sûr que, peut-être que, comment je pourrais expliquer, aujourd'hui, j'ai la chance de commenter le Tour de France, puis je suis pleine de reconnaissance pour ça. Mais ça a peut-être été plus long pour moi, dans le sens pour me rendre là, parce que comparativement à un gars qui a couru en peloton masculin, c'est sûr que lui, il a ces qualités-là qu'il va pouvoir utiliser pendant une analyse du Tour de France. Okay. Moi, j'ai couru là, pendant 20 ans dans le peloton féminin, mais j'ai pas vécu d'expérience négative, ça a toujours été très positif. Ben, j'aime bien entendre ça parce qu'on entend beaucoup l'autre côté souvent, parce que malheureusement, c'est pas égal, c'est pas facile pour tout le monde. Et on ressasse beaucoup les histoires qui sont difficiles, les moments difficiles, cette petite mode de ségrégationniste qu'il peut y avoir homme-femme. Et c'est cool que toi, tu le décrives comme ça. Et puis, je suis pas surpris de l'entendre non plus de la sorte, parce que je trouve qu'au Canada, il y a quand même avant tout un politiquement correct qui est pas mal avancé par rapport à d'autres pays. Donc, je ne suis pas vraiment surpris que tu aies vécu, que tu l'aies vécu de même, puis c'est vraiment cool. Toi, comme commentatrice, vas-y. Oui, ben, je m'excuse de t'interrompre, Greg, mais tu sais, en France, ils ont, si on parle du Tour de France, Marion Rousse, qui est une ancienne cycliste professionnelle aussi, que j'ai côtoyée il y a plusieurs années. Mais elle, ça fait quand même plusieurs années qu'elle était en ondes, puis elle fait un excellent travail, tu sais. Puis je pense qu'elle, en tout cas du côté du cyclisme, là, elle a pavé la voie un peu, puis ça peut même avoir eu des répercussions ici pour moi, ma place, je pense, parce qu'elle est très crédible quand elle est en ondes, elle a des bonnes connaissances. Puis je pense que c'est un modèle aussi, tu sais, elle est connue ici beaucoup quand même. Ouais. Donc, ça peut avoir eu un impact sur aujourd'hui, moi, une femme qui commente le Tour de France. Mais de toute façon, la crédibilité, je pense pas qu'elle doit être basée sur de quelle origine sexuelle tu es, de quel côté tu es. Non, ça c'est vrai. Crédible homme ou femme, moi, dire le but c'est de faire la meilleure équipe. Si quand toi tu t'en viens, t'es performant, puis tu représentes ce que moi je cherche, ben let's go, on y va. Mais c'est vrai que ce qui est sur des grands tours comme ça en France depuis quelques années, des femmes qui commentent, qui commencent à pousser, c'est sûr que ça favorise le développement de ce mouvement-là un peu partout. Et puis tu le vois en sport. Moi je suis beaucoup le football, enfin le soccer comme on dit, le football. Ouais. Je suis beaucoup ça, et puis il y a de plus en plus d'analyses sportives féminines, puis les commentaires sont bien sûr très pertinents, je ne vois pas pourquoi ils ne le seraient pas, l'approche est la même, on passe juste dans un monde qui était complètement, ou 90-95% masculin, à un monde qui devient humain. Voilà, je vais dire ça parce que… C'est bien dit. Homme ou femme, c'est la même race. Hein. On est la race humaine. Donc, à la base ça devrait fonctionner comme ça. Alors, tout à l'heure, avant que tu me coupes, bien sûr, je vais revenir. Ouais, je m'excuse. Non, je t'en veux pas. Je t'en veux pas, c'est moi qui fais ça plus souvent qu'autre chose. Alors, quel type de présentatrice es-tu? Alors, quand je te pose cette question,
je me suis mis dans mes notes, allez, donne-moi un peu de chauvinisme là, s'il te plaît. Là. Je veux dire, bon, tu parles français, tu es québécoise, tu ne vis pas sur le Tour de France. Est-ce que, bon, tu es un peu plus chauvine quand tu pousses les Français ou les Canadiens ou les Américains, ou tu gardes un joli parti pris, pas parti pris, belle neutralité, et puis on commente la course, la stratégie, etc. Elle se situe où, Audrey? C'est sûr qu'à la base, avec la formation que j'ai eue, pour moi, c'est très important d'être neutre, de ne pas non émettre d'opinion, de garder toujours ça basé sur les faits. Par contre, je peux te donner un exemple qui est tout frais. C'est dimanche avait lieu Liège-Bastogne-Liège Ouais. et on a Michael Woods, le Canadien, qui avait une chance de passer à l'histoire en devenant le premier Canadien à remporter un monument. C'est sûr que pendant la course, j'attirais souvent l'attention sur où il était positionné, sur ses actions pendant la course, son palmarès, ses entrevues d'avant-course, parce que la plupart des gens qui nous écoutent sont au Canada parce que en fait nous on est diffusé sur FloBikes et pour écouter les courses francophones maintenant au Canada c'est FloBikes. Donc c'est sûr que je vais aller avoir plus d'informations, c'est important. Même chose pour les Québécois aussi. Par contre, il n'y a pas nécessairement de chauvinisme en ce sens où j'amène une belle neutralité, je reste sur les faits, j'ai de l'information sur ces coureurs-là, qu'elles soient positives, moins bonnes, je vais la donner parce que c'est pour ceux qui nous écoutent. Dans le fond, c'est vraiment de communiquer le plus d'informations possible. Mais j'étais assez énervée dimanche et mon animateur aussi. Je veux dire, on aurait pu vivre un moment historique, mais tu sais, on en vit quand même parce que ça fait, en tout cas moi, depuis les 20 dernières années, c'est le coureur qui performe le mieux sur le circuit World Tour, Michael Woods. Donc, ça donne des belles émotions, mais neutralité, fait, c'est vraiment là-dessus que j'essaie de mettre. De là un peu plus. Tu sais, moi, j'ai grandi en Afrique, j'ai grandi en France, et puis maintenant, bon, ça fait presque 20 ans que je suis ici. Ouais, presque 20 ans, 19 ans. Et la façon dont on exprime le sport est différente dans chaque pays. En Afrique, ouais. C'est très imagé. Tu écoutes un commentaire d'un match de foot en Afrique, tu capotes parce que ils sont dedans. Bien sûr qu'il y a des partis pris, là, tout ce que tu m'as décrit comme et tout ça, oublie. On est vraiment à l'extrême complet, de l'autre bord. Mais c'est surtout les images qu'ils ont pour décrire des gestes techniques, pour décrire une ambiance. On sent vraiment. Moi, j'ai beaucoup aimé la radio pour vraiment apprendre à écouter. J'écoutais beaucoup de radio. Je trouve que la radio, c'est génial parce qu'on a un aspect d'imagination qui travaille en arrière. En France, là, on parle plus de chauvinisme. Ils sont plus engagés, pro-français, et puis, je trouve vachement plus, aussi expressif et intense dans les courses. Ici, j'ai trouvé un peu plus de neutralité, de contrôle, un peu plus de contrôle, mais de temps en temps, vous ne pouvez pas m'en tenir. Tu vis du sport, comme tu l'as dit, ton champion canadien qui est dans une épreuve où on peut créer l'histoire. C'est plus fort que toi, ça vient vous chercher. Imagine s'il avait gagné ou s'il avait été proche de gagner. Là, le sentiment de neutralité, on l'aurait peut-être un petit peu perdu. Et si demain, tu te retrouves avec 4 ou 5 Québécois dans une épreuve, alors là, je suis prêt à parier que tu vas faire un peu de chauvinisme. Je pense que tu es capable. Je pense que tu es capable. J'avoue qu'il était vraiment proche de gagner. Il a créé la sélection finale. Ils se sont ramassés 5 à disputer le sprint. Et lui, en fait, comment? Non, c'est Tadej Pogačar. Et la Philippe, c'était-tu la semaine d'avant? Là, on parle de la Flèche Wallonne ou de Liège-Bastogne-Liège? On parle de Liège-Bastogne-Liège, mais effectivement, Alaphilippe a gagné la Flèche Wallonne d'une très, très belle façon. Là. C'était émouvant. D'ailleurs, Alaphilippe, c'est un des coureurs qui me fait vivre beaucoup d'émotions quand je le vois courir. Je l'aime beaucoup. Et je vais faire un aveu.
l'année dernière, quand il a remporté, quand il a attaqué au championnat du monde pour aller chercher cette victoire-là, pour Ouais. la première fois de ma vie, en écoutant le sport, j'ai versé une larme. J'étais tellement émue. Puis c'est juste par la beauté du sport, c'est juste la façon qu'il le fait. Il me fait vivre beaucoup d'émotions, ce coureur-là. Il a une belle histoire aussi, je pense. Pas, il est champion du monde aujourd'hui. C'est Oui. Quick-Step, c'est ça? Super Oui. cycliste. On attend en France enfin un cycliste français qui va pouvoir faire mieux qu'un podium, ramener le maillot jaune à Paris pour le Tour de France. Je ne pense pas que c'est gagné encore, mais bon. La Ouais. montagne, la partie de montagne, c'est très difficile. Alors, tu sais, moi, à mon époque, bon, j'ai 44 ans, je m'en vais sur mes 45. D'ailleurs, j'ai vu qu'on était taureaux tous les deux. Toi, tu es du 9, Oui. 9, moi, je suis 9 mai, oui. 6 mai pour moi. Donc, Ah bon? j'oublierai Deux pas ce que taureaux. tu as fait. Ouais, deux têtes dures, on va dire. Bon, alors, j'ai grandi en regardant le vélo, tu sais, puis moi, j'étais fan des cyclistes à l'époque. Bon, je sais pas si toi, tu as connu, mais les Lucho Herrera, ça c'est les années 80, début des années 90, les Pantani et compagnie. Bon, j'ai vu Greg LeMond, Laurent Fignon, Jean-François Bernard. J'ai grandi avec Bernard Hinault. J'ai vu la fin des épreuves de Bernard Hinault, tout ça. J'ai vu ces gars-là arriver. Puis le vélo en France, c'est incroyable. Enfin, c'est incroyable. Faut, pas juste en France, il faut vraiment aller voir les courses pour se rendre compte à quel point ils vont vite, là. C'est incroyable, là. Ouais. C'est vraiment hallucinant à vivre. Et puis le Tour de France, c'est une caravane qui passe. Donc c'est vraiment une ambiance. Il passe, ça dure 2 minutes, hein, 30 secondes ou une minute quand il passe. Mais avant, il y a une caravane. Après, il y en a aussi. C'est toute une ambiance. On part pour la journée. C'était pour moi des beaux petits souvenirs. Toi, est-ce que tu as été vivre le Tour de France là-bas ou déjà ou tu l'as fait en studio à date ou tu as été te déplacer sur place déjà? Oui, j'ai eu la chance d'y aller en 2013. On avait été pour 2 étapes. On est allé voir 2 étapes et c'était d'ailleurs l'année où le premier Québécois a participé au Tour de France. C'était l'année où David Veilleux avait participé. Cool. Donc, pour nous, d'être là, c'était assez agréable. On avait fait la fin d'une étape qui terminait dans le col du Grand Bornand. Wow. Donc, c'était bien impressionnant. Et le lendemain, on avait été au départ qui était à Annecy, une des super belles villes en France. Donc, on a vu les deux côtés, l'arrivée et le départ. Et j'étais quand même assez, pas surprise, mais j'étais agréablement surprise de voir à quel point les coureurs, avant le départ, sont tous à leur autobus. Tu sais, il y a une certaine légèreté quand même. C'est des stars, vraiment, là, des grandes stars. Tu sais, nous, du côté féminin, jamais on avait... tu sais, ben là, par contre, c'est sûr que ça a évolué, mais je parle d'il y a 10 ans. On n'avait aucunement cette... engouement-là autour de nos courses. On sait, le Tour de France, c'est la course la plus prestigieuse, mais c'était le fun de voir ça, tu sais, avant le départ, les gars qui se préparent, ça tourne les jambes un peu, ça signe des autographes, tu sais, il fait soleil, il y a une belle ambiance, c'est super agréable, je suis contente d'avoir vu ça. Ouais, c'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose que tu vas pouvoir reproduire, retourner? Parce que j'imagine que, bon, le commenter de Montréal, c'est bien, mais si tu voulais le commenter sur la petite moto ou la petite moto en arrière ou directement de là-bas, j'imagine que ça serait un rêve aussi, non? C'est sûr que ça serait vraiment toute une expérience. Être dans le feu de l'action. Par contre, ce que je vois, c'est que maintenant, ben, c'est surtout en studio ici à Montréal. Puis j'y trouve mon compte aussi parce que de vivre ça, chacune des étapes, avec mon animateur que j'adore, Randy Ferguson, pour moi, c'est de continuer à vivre ma passion. Fait que juste ça, c'est une chance que j'ai. Mais peut-être un jour, c'est sûr, s'il y a une opportunité de la sorte, j'accepterai peut-être. Hein. Ouais, ça va aussi dépendre des résultats de nos champions canadiens et québécois. Si demain, tu en as 15 dans le peloton, il y a plus de chances que la télé, les médias ici vous envoient direct, quoi. Tu vois, c'est que ce qu'il y en C'est a vrai. juste un. On reste dans le Tour de France. As-tu un favori chez les hommes cette année? Question Pour vraiment. le Tour de France, Ouais. je pense que faut pas négliger.
Primož Roglič qui voudra probablement prendre sa revanche parce que l'année dernière, il a perdu le Tour de France à la dernière journée, là, l'avant-dernière, là, au contre-la-montre individuel. Ouais. Tadej Pogačar va être aussi à surveiller, le vainqueur sortant. Sinon, j'en reviens encore avec Michael Woods. Une belle place au classement général. Le Canadien pourrait vraiment bien faire. La seule chose qui va avantager les deux Slovènes, c'est le contre-la-montre individuel. Par contre, pour Michael Woods, peut-être que ne l'avantagera pas nécessairement. Donc, ça va être vraiment d'analyser chacune des étapes. Mais un grand tour, c'est long, 3 semaines. Juste dans la première semaine, de rester debout sur le vélo, de ne pas perdre de temps quand on vise le classement général. Faut qu'il y ait presque, pas de la chance, mais il faut que ce soit aligné pour que tout aille bien. Il faut vraiment tout calculer, toujours être bien positionné. Il y a beaucoup de coureurs qui visent le classement général, puis première étape, deuxième étape, il se passe quelque chose, une chute, une crevaison, une bordure, puis ils sont plus dans le coup pour le reste du tour. Fait c'est vraiment une course où tout doit être parfait pendant 21 jours. Là. Vraiment, vraiment. Et il y a un autre aspect du cyclisme qui m'impressionnait quand je regardais quand j'étais petit, qui m'impressionne toujours. Et tu vois que ça a changé parce qu'il y en a qui prennent moins de risques que d'autres. C'est les mecs, comment ils descendent. Les descentes en montagne. Oh là là là, sur l'avant du vélo, les fesses levées, tout petites même, là, comme un espèce de skieur. Oh, c'est des belles images. C'est des belles images. On a vu des belles chutes l'année dernière quand même. Ouh là là, il y a eu beaucoup d'accidents. Oui, c'est sûr que quand un coureur a 20 secondes en haut de la montée, puis qu'il reste entre 5 et 10 km pour se rendre à l'arrivée, oui, il y a des risques qui se prennent dans la descente. 5 à 10 km, puis avec là-dedans une longue descente, c'est sûr qu'il va y avoir des risques qui vont se prendre. Puis, ça tient à pas grand-chose. C'est des fois, là, tu te dis « wow ». L'adrénaline, là, mais en même temps, ces gars-là savent tellement ce qu'ils font. C'est calculé. Ils ne pensent pas à ça, eux autres. Là. Ils pensent à se rendre au bout en échappée solitaire puis remporter l'étape ou gagner des secondes au classement général. Puis moi, pour en avoir fait des descentes, oui, c'est des risques, mais tu sais tellement ce que tu fais. Tu es dans ton moment présent. Tu vois tout. Tu vois au loin. Tu vois la courbe qui s'en vient, tu sais juger ta vitesse, tu freines un petit peu, tu as confiance en ton matériel aussi. Et puis, presque, pas la plupart du temps, mais il y a certaines occasions où les coureurs connaissent aussi les descentes. Par exemple, sur un championnat du monde, une course d'un jour, peut-être qu'ils vont avoir été faire la descente quelques fois avant de prendre le départ. Fait que, il y a ça aussi que nous, on est assis puis on les voit faire et on se dit « Mon Dieu, ils sont fous ». Mais en même temps, il y a beaucoup de choses qui sont contrôlées. Là. Pour préparer, ils ont étudié, ils ont regardé la géométrie, chaque virage, chaque truc. Non, c'est clair que de ce bord-là, il n'y a rien à dire là-dessus. Je voulais te demander le plus grand champion canadien, le plus grand champion québécois, que ce soit homme ou femme, dans l'histoire du cyclisme ici, j'aimerais savoir ton avis en fait, parce que moi, je t'avouerais que ma culture nord-américaine de vélo s'arrête à Greg LeMond et à Lance Armstrong, tu vois, que j'ai connu LeMond à l'époque, là, quand on regardait beaucoup jeune. Mais pour toi, ça serait qui les hommes et femmes dominantes dans notre pays et au niveau de l'Amérique du Nord? C'est sûr qu'en Amérique du Nord ou au Canada? Au Canada, on va commencer par le Canada. Honneur à nous d'abord. Canada, du côté masculin, ça reste encore Steve Bauer, le coureur qui a réussi à accomplir des choses phénoménales, entre autres au Tour de France. Il a déjà porté le maillot jaune. Il a terminé deuxième à Paris-Roubaix en 1990, si je me souviens bien. Ryder Hesjedal aussi a été un coureur vraiment exceptionnel qui a déjà remporté le Giro d'Italie. Ça, c'est pas à négliger. Wow. Et maintenant, au moment où on se parle, Michael Woods, ça, c'est vraiment côté canadien. Michael Woods
on peut presque le considérer comme québécois, là. C'est un peu ambigu. Il est né en Ontario, après ça, il a vécu au Québec, il parle très bien français. Alors, on pourrait on pourrait dire que c'est un Québécois, là. Et du côté, bon, Québécois, là, présentement, c'est sûr que Hugo Hull fait... il a une carrière très, très... très grande là, en performance. L'année dernière, au Tour de France, il a fait 3 top 15, une 7e place. C'est un lieutenant exceptionnel. Il a été champion canadien à plusieurs reprises. Et puis, récemment, il a terminé 13e au classement général à Tirreno Adriatico, ce qui est vraiment très, 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 très bon parce que devant lui, il n'y avait pas Pogacar, il y avait Mikel Landa, il y avait Quintana, en tout cas, des très gros noms. Donc, Hugo, tu sais, mais je veux dire, je pourrais en nommer plein, là, tu sais, Antoine Bouchon, Guillaume. Chez les femmes, si on retourne un peu plus loin, j'irais avec Lynn Bessette qui a fait 2 Jeux olympiques. Alors, Lynn Bessette, c'est peut-être une de tes fans. Tu étais peut-être fan de cette championne-là, je pense. Hein? J'ai lu ça quelque part. Oui, ben c'est sûr que Lynn Bessette, ça a été celle qui m'a donné ma chance à signer mon premier contrat professionnel. C'est elle qui me fait rentrer dans son équipe. Mon entraîneur était allé lui parler et puis elle m'a pris sous son aile, Lynn. T'sais, ça a été vraiment une mentor pour moi. Quand j'ai commencé à courir dans son équipe, j'étais... moi, je viens du Lac-Saint-Jean, fait que je parlais pratiquement pas anglais. Fait que, quand on faisait les meetings d'équipe, elle faisait de la traduction, elle m'aidait. T'as-tu compris, Audrey? OK, aujourd'hui, regarde, je veux que tu sois à telle place. Quand tu vas rester 10 km, je veux que tu sois en 2e roue. Je vais être dans ta roue. Tu vas me faire un leader. C'était tout bien. Elle m'a vraiment appris beaucoup de choses. Fait que, mais elle a eu une bonne carrière aussi. Jeux olympiques de Sydney en 2000, Jeux olympiques d'Athènes en 2004. Gagner le Tour de l'Aude, une des courses par étapes les plus difficiles sur le calendrier féminin. C'est une course qui n'existe plus aujourd'hui, mais c'est extrêmement relevé, beaucoup, beaucoup de montées. Et j'ai aussi une autre athlète que j'adore, une de mes bonnes amies que je courais avec elle dans le temps, Caroline Canuel de l'Abitibi-Témiscamingue, qui va participer à ses 2e Jeux olympiques. Elle est allée à Rio et elle sera à Tokyo. Dans ces dernières années, puis elle a fait 6e au championnat du monde, un résultat, ça c'était 2018, si je ne me trompe pas, c'est un résultat pour le Canada qui n'avait pas été atteint depuis les 20 dernières années sur la course sur route. C'est une athlète qui est très constante, elle est dans la meilleure équipe au monde depuis plusieurs années. C'est une lieutenant, c'est sûr que puis elle est très bonne au contre-la-montre individuel. Elle a eu plusieurs titres de championne canadienne. Elle a déjà fait 6e aussi au contre-la-montre individuel. Fait que, tu sais, du championnat du monde, là, je parle. Là. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment 2 athlètes. Mais, tu sais, encore une fois, je pourrais en nommer plein, là. Mais les premiers, du Québec, là, c'est ces 2-là. Même du Canada. Alors, ça serait quoi? Excuse-moi, je n'ai pas compris. C'est les premiers qui te viennent à l'esprit. C'est les premiers qui te viennent à l'esprit. Donc, oui, c'est ça. Gros, là, tu es majeur. Alors, j'ai une question un peu plus. Bon, tu sais, je suis entraîneur. Je m'intéresse beaucoup au développement, à la formation. On en est où au Canada et au Québec par rapport au développement du cyclisme? Est-ce que tu penses que ça. Parce que là, on a quelques noms dans les pelotons majeurs, mais la base, celle qui doit et qui veut aspirer à ça. Alors moi, je t'avoue, je n'ai aucune idée de ce qui se passe à la Fédération de cyclisme au Québec. C'est plus toi qui vas me référer, qui va m'expliquer un peu ce qui se passe. Est-ce qu'il nous manque quelque chose? Est-ce que la formation est bonne? Quelles sont les choses, tu penses, qu'il faudrait améliorer ou changer, ou faire évoluer pour réussir enfin à avoir plus que jamais des Québécois et des Canadiens au niveau international? C'est beaucoup de programmes de développement qui sont mis en place. Quand je pense à la Fédération québécoise des sports cyclistes, ils ont vraiment des beaux programmes. Puis ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils organisent aussi des camps d'entraînement pendant l'hiver à l'extérieur du Québec et du Canada, parce qu'ici, c'est difficile l'hiver pour quelqu'un qui habite au Québec parce qu'on ne peut pas rouler. T'sais, oui, on fait de l'entraînement sur Zwift, mais je veux dire, pendant ce temps-là, nos compétiteurs, nos compétitrices
roulent dehors, des sorties de 5-6 heures, qui sont déjà en train de courir à partir du mois de février. Tu sais, nous, je veux dire, si on attend au mois d'avril avant de sortir notre vélo pour aller faire du volume, ça ne marche pas. Fait que ça, je trouve que je salue cette initiative-là de la part de la FQSC, mais aussi de pouvoir amener, d'avoir ces budgets aussi pour, puis ils le font très bien, pour monter l'équipe du Québec, puis l'amener faire des courses autres qu'au Canada et au Québec pour aller se mesurer au peloton nord-américain pour commencer. Ensuite, on vise l'Europe. L'Europe, ça va être plus avec l'équipe nationale du Canada, mais l'équipe du Québec le fait aussi. Tu sais, c'est sûr que je ne suis pas non plus dans la structure, mais ce que j'observe, c'est que quand ils ont des athlètes avec du potentiel, ils travaillent beaucoup ce développement-là, puis c'est extrêmement important parce qu'ici, nos pelotons sont plus petits. Il y a une belle scène, mais premièrement, il n'y a pas de col ultra long comme en Europe. Donc, tu sais, je veux dire, si tu n'as jamais monté un col de 10 à 15 km, tu sais, tu vas arriver dans une course, puis ça va être incroyable. À chaque virage en épingle, tu vas dire, hey, c'est-tu fini? Puis il va en rester encore, tu sais. Fait que juste de pouvoir aller tester ces choses-là avec l'équipe du Québec ou l'équipe nationale, quand on est d'âge, déjà là, à partir de junior, première année, là, il faut qu'il y ait des structures de développement comme ça. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui tente de mettre en place le plus possible. Et puis, je salue beaucoup ça. Il faut qu'il y en ait parce qu'il faut que, dès l'âge junior, tu saches un peu c'est quoi le niveau. T'sais, parce que ici, tu gagnes tout, OK, c'est facile. T'attends au sprint, tu sprintes pendant 150 mètres, tu remportes tout. Mais ça ne veut rien dire si tu arrives aux États-Unis ou en Europe parce que après ça, tu finis dernier. Tu vas dire, c'est ça le vrai niveau, c'est bien trop dur, j'arrête. Il faut tout de suite être dans le bain. Puis pour ça, c'est des budgets. Il faut investir sur des athlètes. Fait que, c'est pas évident, surtout pas en pandémie. Mais c'est ce qu'ils essaient de faire. C'est sûr que c'est pas toujours comme les gens le voudraient, mais je pense qu'à quelque part, tout le monde fait son possible. Il y a une condition quand même, des conditions environnementales qui ne travaillent pas pour nous. C'est pas évident, là. C'est pas tout le monde qui peut partir en stage non plus. Les top athlètes qui sont juniors identifiés, bon, eux, ils font partie de ça, ils vont pouvoir se balader. Et même là, ils vont devoir sortir beaucoup d'argent. Alors, en natation, ça coûte assez cher, une année de natation ou une carrière de nageur. Les parents investissent beaucoup, ils aident beaucoup les jeunes athlètes. Est-ce que c'est la même chose aussi à vélo? C'est un sport qui est quand même assez coûteux pour une jeune fille qui commence à 14 ans ou 13 ans. J'imagine qu'au fur et à mesure, ça va coûter de plus en plus cher parce qu'il y a de plus en plus de camps, des machines différentes, etc. Est-ce que c'est un budget à quoi ça correspondrait à peu près si je veux mettre demain mon jeune au vélo, puis s'y mettre, ça ressemblera à quoi? J'ai peur ou j'ai pas peur? Ouais, ben, ça dépend. Ça dépend. Pour commencer, c'est sûr qu'on parle d'un bon vélo là, pour notre jeune cadet. Il faut quand même avoir une belle petite monture. Là. Fait que, en tout cas, on va mettre un budget là-dessus. Je sais pas, moi, ça peut être entre 1000 et 2000. Là. Pour commencer, là, juste pour le vélo. Après ça, casque, soulier, tu as ton matériel, cuissard, maillot. Là, ensuite, quand tu es plus jeune, tu fais partie des clubs. Avec les clubs, ils vont te fournir tes maillots, tes cuissards, peut-être un casque, tout ça. Fait que, tu commences comme ça. Puis là, tu vois si tu aimes ça. Ensuite, comme tu l'as dit, quand tu deviens, si tu fais des bonnes performances cadet, tu tombes junior, là, tu vas pouvoir devenir athlète identifié, comme tu expliquais. Et là, peut-être que tu vas pouvoir faire partie de cette structure que je parlais tout à l'heure de développement, où ils vont t'amener sur des camps d'entraînement, tu vas avoir juste besoin de payer, par exemple, ton billet d'avion. Mais c'est sûr que si tu es pris en charge, que tu as des bons résultats, tu peux aller cogner aux portes des magasins de vélo. Souvent, sont très, très gentils, ils vont vouloir encourager les athlètes, vont pouvoir te commanditer un vélo, t'aider, fournir le matériel, faire de la mécanique gratuitement. Tu sais, c'est toutes des petites choses que si tu as du cœur au ventre, tu vas essayer d'aller cogner aux portes pour ça. Mais
c'est sûr qu'idéalement, il faut que tu essaies de trouver une équipe. Puis souvent, ces équipes-là, ben, ils vont pouvoir payer les courses, les frais d'adhésion aux courses. Puis justement, avec eux, tu vas pouvoir avoir accès à des courses assez importantes. Et c'est sûr, je ne réponds pas trop à la question parce que c'est tellement du cas isolé. Tu sais, il y en a qui malheureusement, ne réussissent pas à trouver de l'aide. Puis si tu payes tout de ta poche, oui, ça peut être très, très cher. Parce que, comme je le disais tantôt, tout l'hiver, il faut que tu partes. Fait que si tu fais 2-3 camps d'entraînement l'hiver, tu sais, déjà là, c'est du 2-3 000 qui part. Tu sais, le matériel, c'est pas donné du tout. Là. Tu sais, si tu veux un bon cuisseur, parce que là, tu vas rouler 3 heures minimum, tu sais, des fois, un petit peu plus. Les gars, là, ça roule des 5-6 heures. Puis, en tout cas, fait que ça te prend un cuisseur qui est confortable. Là, c'est du 200 un cuisseur très confortable. Là, je te parle de la haute qualité. Ouais. Là. Mais ça dépend. Tu sais, tout ça, tu peux être commandité. Puis, il y a une belle communauté en vélo. Il y a beaucoup d'entraide. Puis, d'ailleurs, je parlais là, récemment avec une athlète, Laurie Arsenault, une athlète de vélo de montagne, qui, elle, à un moment donné, là, elle était à un point là, qu'elle n'avait plus d'argent. Son vélo il était tout rendu, vélo de montagne, il était trop vieux, ça ne fonctionnait plus techniquement. Elle n'avait plus d'argent pour se payer ses courses. Fait que là, il y a des gens qui l'ont aidé. C'est un gars dans la communauté qui est représentant pour Cannondale, pour ne pas le nommer. En tout cas, il me dit qu'il n'y avait pas trop besoin que je le nomme, là, mais il a pris du budget de sa propre poche. Il a dit, garde, je t'aide. Puis là, après ça, elle a eu cette aide-là, puis boum, 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 étape par étape. Puis là, cette année, elle a signé un contrat professionnel. C'est une belle communauté. Il y a de l'entraide beaucoup. En tout cas, ça peut aider aussi, ça. Ok, donc c'est vraiment un peu comme, je dirais, un peu comme la natation au hockey. Si tu n'as pas la chance d'avoir des parents qui ont un peu plus de moyens que d'autres, faut vraiment s'organiser, puis aller à la petite débrouille, puis taper aux portes, puis demander. Et puis, je suppose que ceux qui ne peuvent pas payer jeunes pour des raisons financières qui s'y mettent, ben, ils arrêtent, puis ils y reviennent plus tard quand ils ont un peu plus de moyens, je pense. Ils revivent leur truc. C'est sûr que s'ils aiment ça plus jeune et quand tu t'arrêtes pour des raisons un peu pécuniaires, c'est dommage, mais ça n'empêche pas de revenir après. Mais c'est un petit peu le même. Mêmes histoires un peu dans les sports amateurs comme ça où faut vraiment s'organiser. Mais c'est cool qu'il y ait une belle communauté et on le sent. On sent qu'en vous déjà, dans ce monde-là, il y a déjà une belle entraide. Tout à l'heure, tu as parlé, tu as adressé 2 choses. J'ai pris des petites notes là, puis j'ai le mot équipe ici. Tu as parlé d'équipe. Alors, tu sais, on regarde beaucoup le vélo comme. Tu as parlé d'équipe et de lieutenant, souvent. J'ai bien aimé le terme que tu as utilisé. On parle souvent de vélo, puis on le voit malheureusement trop souvent un petit peu comme un sport individuel. C'est un travail d'équipe. C'est un gros travail d'équipe. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu plus, décrire un peu plus, que tu dois connaître ça mieux que moi. Quand on parle de travail d'équipe, quand tu me parles de lieutenant, est-ce que tu peux me donner un peu plus de sens à ces mots-là, s'il te plaît? Oui, si, disons, on prend part à un événement, là, on va y aller juste à un événement d'un jour, OK? Ça va être plus facile de se situer. Je vais donner comme exemple dimanche. Il y avait Liège-Bastogne-Liège, OK? Là, tu as plusieurs équipes de 7 coureurs. Dans tes 7 coureurs, tu vas avoir 2 cartes la plupart du temps à jouer pour la victoire. Donc, 2 hommes, puis des fois, c'est seulement une, OK? Mais là, on va y aller avec 2 hommes qui doivent se faire protéger et qui doivent économiser le plus d'énergie possible parce que c'est 259 km, c'est plus de 6h30 de compétition. Donc, à la fin de la course, il faut que ces 2 meilleurs coureurs-là soient en mesure de remporter la course. Et ces 2 hommes-là, disons tes 2 cartes à jouer, ça va être en fonction du parcours, en fonction de leur force. Donc, si on sait que ça termine dans une montée, ben, on va choisir notre grimpeur, c'est lui qu'on va protéger. Si on sait que ça se termine dans un sprint, on va protéger notre sprinter parce que c'est lui qu'on sait gagner. Donc, là, il faut savoir qu'en vélo de route, quand on est dans la roue d'un athlète, on économise jusqu'à 30% d'énergie. Donc, quand c'est un vent de face, quand c'est un vent de côté, il faut absolument être dans la roue de nos athlètes.
Et ce qu'on sait aussi, c'est qu'un départ d'une course, ça peut être 175 coureurs. Donc, le peloton, vous avez déjà vu ça, les coureurs sont collés les uns sur les autres. Des fois, il y a des chutes, mais il y a des positions dans le peloton qui font en sorte que tu peux économiser de l'énergie. Donc, si ceux qu'on a choisis qui allaient gagner la course, à un moment donné, tu vois qu'il est rendu trop loin en arrière du peloton. Là, je te dis, on est 7 coureurs. Ben, tu vas envoyer un gars, le chercher en arrière. Lui, ça va être ça, sa job. Toute la journée, s'il voit que son leader il est positionné trop loin, il va aller en arrière, il va descendre, il va ramener son leader. Pendant ce temps-là, le leader est dans sa roue, fait qu'il économise l'énergie, puis il vient se repositionner au bon endroit. Pendant ce temps-là, par exemple, s'il y a une échappée, tu as un autre gars aussi que tu vas mettre en avant pour contrôler l'écart avec l'échappée. Donc, ce gars-là, il va s'assurer de mettre un bon tempo dans le peloton pour toujours s'assurer que l'échappée ne prendra pas plus que, je ne sais pas, moi, ça dépend des courses, là, mais 3 minutes. Là, après ça, si on veut qu'il ramène vraiment, ben là, on va accélérer encore. Ou s'il est dans l'échappée. Tu as un autre gars, lui, qui va être assis. Je m'excuse, je veux dire. S'il est dans l'échappée, puis que oui, c'est très bien dit. S'il est dans l'échappée, puis tu as ta carte du gars qui va gagner, ben, tu peux jouer, tu peux dire ben moi, je ne prends pas de relais parce que j'ai mon gars derrière. Sauf que la plupart du temps, quand tu sais que tu as un gars qui va gagner, comme par exemple dimanche, aucune des équipes avec un gars qu'on savait qu'elle allait gagner a envoyé quelqu'un dans l'échappée parce qu'il faut toujours que tu gardes tes lieutenants avec ton leader pour le protéger. Pour aussi, quand on revient sur une échappée, ben là, il va y avoir d'autres coureurs qui vont essayer d'attaquer, de partir. Fait que tu vas avoir un gars là, qui va toujours couvrir ces échappées-là. Puis pendant ce temps-là, pendant toute cette action-là, lui qui attend d'aller jouer la victoire, il reste dans la roue, il s'économise, il mange, il boit. Puis même le ravitaillement, il va y avoir quelqu'un qui va aller chercher pour lui. Ouais. Il n'y a rien besoin de faire, lui. Là. Ouais. Tout le monde fait tout pour lui. Puis vraiment, la grosse donne qui fait que c'est un travail d'équipe, c'est que tu économises l'énergie quand tu es dans la roue de quelqu'un. Fait qu'il faut tout le temps que tu aies un coéquipier avec toi. Jamais tu vas voir un leader partir d'en arrière du peloton puis revenir en avant, prendre du vent au visage. Puis, fait que ça, c'est ton principe de base. Puis là, ben, en tout cas, il y a toutes sortes de stratégies qui tourne autour de ça, mais protéger son leader pour qu'il économise l'énergie. Puis à la fin, souvent, il va rester juste une personne. Il faut bien que tu calcules. Si tu es 7 dans l'équipe, bien, il va rester seulement un gars qui va... C'est souvent celui qu'on garde le plus fort, meilleur grimpeur, mais pas celui qui va gagner, qui va pouvoir être là puis mettre le dernier tempo dur dans la côte. Puis là, après ça, ton leader, il va y rester le dernier petit bout de course à jouer, lui, là. Avec les favoris, tu sais. C'est un peu ça, là. Chacun a son rôle. Je suis content que tu m'aies décrit un petit peu ça à ta façon parce que c'est important. Les gens, c'est hyper stratégique. Hein. Il y a un aspect stratégique énorme dans le vélo, même sur piste. Même sur piste aussi. Je veux dire, oui. Surtout pas. Je veux dire, c'est incroyable. J'aime aussi comment ils se regardent, comment ils essaient de se sentir. Tu peux voir comment il pédale, le rythme où il est, sur quel pignon, en guillemets, il pédale, en bas, en haut, s'ils sont bien, d'habitude, il est là, truc. C'est super, super. Des fois, il y en a qui bluffent. Je me souviens Bon, je me souviens, le dernier qui m'avait choqué, c'était Bjarnerist à l'époque. En une montée, je pense que c'était l'Alpe d'Huez ils sont les 5-6 favoris ensemble qui restent. Il est en queue de peloton, il monte, en prenant le temps de regarder tout le monde. Il se laisse redescendre en prenant le temps de regarder tout le monde, puis il part. Puis on est à quoi ? On est à 10 km de l'arrivée où on commence le dernier col. Il part et c'était marrant parce qu'il a vraiment, vraiment pris le temps d'analyser, de regarder. Et puis à la limite, c'était un coup de bluff, quoi. C'est souvent. Il y a aussi de ça aussi dans votre sport. Des fausses tentatives ou des faux coups de mou aussi pour ne pas prendre de relais et tout ça. C'est quand même intéressant à regarder. Alors, tout à l'heure, tu as parlé de col. Et c'est vrai que monter un col, monter le Ventoux, ce n'est pas du tout monter le Mont-Royal. Ça n'a rien à voir avec l'un et l'autre parce que c'est vraiment… Non, exact. Vraiment. Mais ça serait quoi, toi, comme fan de vélo,
Ben, j'imagine que tu as dû en faire quelques cols. Mais ce serait quoi le col s'il y a un truc, une image, parce qu'on a ces images de col où le public c'est à ça d'écart, les mecs sont en vélo au milieu, ils passent tout seuls, ça crie. Ça serait quoi, toi, ton col, le col le plus historique pour toi, la course par laquelle elle passe qui te fait un petit peu plus rêver que les autres? J'irais avec l'Alpe d'Huez. Ah, Ça fait plus de 20 fois que le Tour de France passe dans l'Alpe d'Huez. C'est sûr que là, on est en pandémie, là, c'est pas pareil, mais c'est complètement déjanté dans l'Alpe d'Huez. Il y a des gens qui arrivent là avec leur campeur plusieurs jours, même presque plusieurs semaines à l'avance. Entre autres, le virage 21 de l'Alpe d'Huez, parce que c'est des virages en épingle. ouais, ouais. C'est le virage des Hollandais, des Les Allemands. spectateurs des Pays-Bas. Ah, puis c'est tailgate party. Ils attendent ça, tu sais, je veux dire, parce qu'une fois que tu es rendu dans l'Alpe d'Huez, tu ne descends pas comme tu veux. Là. Fait que eux sont des groupes. C'est fou, fou, fou. L'ambiance, je ne suis jamais allée, là, mais tu sais, juste pour en avoir entendu parler puis le voir à l'écran, c'est souvent ça, là, tu sais, quand tu vois les coureurs, les cyclistes, puis après ça, à côté, tu as des fans toutes déguisées qui courent à côté, puis c'est la folie, là. C'est tellement une belle ambiance avec les drapeaux. Il y a même des bombes de fumée. Ouais, ouais. Puis un que j'aime beaucoup, je me souviens pas de son nom, là. Son nom, j'ai un blanc, là, mais tu sais, le diable. Là. C'est monsieur en Ah, lui, vert, je l'aime. habillé tout en vert avec des cornes, et puis il court comme ça. C'était pour encourager Pantani à l'époque, si mes souvenirs sont bons. Je m'en souviens bien. Bon, Ça y moi, est, je ne le savais pas. ça y Mais est. il est toujours là. Attends, je vais vous montrer une photo. Ah, il a dû continuer, hein. Il a dû continuer. Il continue Oui, il était là aussi l'année passée. Ah, non, bah, tu vois, moi, c'était un autre. Mais l'autre de Pantani, c'était un mec en vert. Mais oui, mais c'est la même inspiration. C'est la même inspiration. Ouais. Mais c'est génial, ça. Fait que C'est c'est ça. génial. Lui, tu sais, c'est ça. C'est pour vous montrer aussi l'ambiance. Regarde, là, ça avec Alaphilippe, c'est Waouh, 2019. waouh, waouh, En tout waouh. cas, lui, il est toujours là. Hein. Il saute sur place. En tout cas, c'est vraiment cool. J'imagine que Fait même que c'est pour ça. eux. Lui, je l'aime bien. Ah, mais c'est sûr, mais c'est sûr. Puis tu sais, c'est en période de Covid, bon, il y a quelques sportifs maintenant qui commencent à parler un peu plus et à dire que, notamment il y a 2-3 semaines, sur Twitter la vidéo. Il y a un joueur de tennis il jouait Monte Carlo, c'est Benoît Paire. Bon, Benoît Paire, il n'a pas la langue dans sa poche en général, mais on lui demande alors c'était comment le match, il a tout craché tellement il a trouvé. Il y en a qui trouvent ça très difficile de jouer sans public, de jouer. Et j'imagine que pour les gens qui font du vélo, monter l'Alpe d'Huez ou ces grandes courses que tu as connues dans des ambiances de fou, waouh, 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 ça va être un peu plus difficile cette année que jamais parce que tu ne vas pas monter avec le support que tu as l'habitude. Là. Ça va être un peu. Ça risque. Je pense que je serais curieux de voir les vitesses et les moyennes qu'ils vont avoir, mais je pense qu'on va être peut-être un peu en dessous juste à cause de ce facteur-là. Je pense que. Je suis curieux de voir les datas parce qu'il y a un facteur humain là-dedans qui aide beaucoup. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça va affecter la moyenne générale de vitesse des, des, des cyclistes. Audrey, on s'en va vers la fin. J'ai encore 2-3 petites questions, en plus 2, on va dire. Le futur, les projets, qu'est-ce qui se passe de bon? Ben, c'est ça, j'ai les Jeux olympiques. Après ça, j'ai le Tour de France que je vais préparer de façon assidue. Et puis, entre-temps, ben, j'ai toujours mes chroniques sur le rds.ca, chroniques vélo, triathlon, entraînement. Donc, je fais un petit peu de tout là-dessus. Des fois, c'est plus ces types d'histoires inspirantes. Donc, ça, c'est vraiment là, ce qui va occuper mon temps pour les prochaines semaines. Et ma dernière question, c'est un classique. Si tu avais un petit conseil à donner à des jeunes qui voudraient suivre ou avancer comme toi dans le journalisme sportif et qui rêveraient de se rendre un petit peu là où tu t'es rendu, comment tu t'adresserais à eux? Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Premièrement, il faut avoir une passion. Je pense que si on s'en va dans ce domaine-là, c'est qu'on est passionné. Sport, information, peu importe. Deuxièmement, je pense qu'il faut avoir une rigueur. En tout cas, moi, c'est quelque chose que je trouve important parce qu'on devient des communicateurs. On devient ceux qui ont le privilège de donner l'information, de communiquer, de décrire les choses pour ceux qui écoutent.
Donc, c'est une chose très importante d'avoir cette rigueur-là. Et aussi, ben, c'est qu'il faut vraiment y aller, avoir une certaine patience. C'est comme en sport, tu sais. Au début, on commence, on ne sait pas où ça va nous mener, mais il faut continuer à faire les actions pour se rendre à notre but. Et il faut y croire parce que, tu sais, c'est pas vrai que c'est une route droite pour y arriver. Euh, des fois, on a des contrats qu'on aimerait avoir, on les a pas exactement. Et il faut continuer à y croire. Il faut se dire qu'on va en avoir un autre qui va arriver, qui va être plus selon notre profil. Tu sais, il faut toujours rester positif là-dedans parce que c'est pas vrai que tu commences puis que demain matin, tu as tes contrats de rêve. Tu sais, comme ça se bâtit beaucoup. Aussi établir des bonnes relations avec les collègues de travail. Peu importe, ça peut être un caméraman, ça peut être un animateur, ça peut être un recherchiste. C'est toujours tout le monde. On établit cette belle relation-là. Puis, moi, je pense que c'est vraiment ça. Persévérer, y croire, établir des bonnes relations de travail, puis avoir une rigueur. Wow. Puis le dernier conseil que tu donnais par rapport à la grind que ça représente, entre guillemets, ben moi je suis dedans, hein. Mon émission, ça va faire 1 an bientôt, on grignote tranquillement. Donc voilà. Et c'est ça qui est le fun aussi. C'est ce petit je pense que quand tu te rends au bout, parce qu'il n'y a pas vraiment de bout, hein, mais Non. c'est pas de mesurer les chemins. Bon, moi, ça fait juste 11 mois ou 10 mois que ça a commencé. Je vais juste regarder en arrière, puis je compare le travail que je faisais sur les premiers épisodes, puis je regarde le travail que je fais maintenant. On est plus à l'aise, ça avance mieux, puis dans 1 an, je dirai autre chose, c'est sûr. C'est ça, c'est certain. Audrey, Ben, félicitations, c'est ta première année, c'est vraiment c'est génial. J'ai écouté vraiment quelques gentil. épisodes, puis c'est bon, c'est très bon. Bah, écoute, on essaie de toucher différents sports, toucher différentes cultures, et puis de mélanger tout ça, un peu comme je disais, quand je décris un peu l'émission, c'est un peu une mosaïque de sport ou une mosaïque de couleurs, voilà comme ça, que tu vas associer par toi-même après. Donc, si tu as envie d'écouter, un coach te parler de motivation, te parler de certains événements ou d'un sport en spécifique, tu vas là. Tu veux parler de vélo, tu veux avoir un peu de journalisme, mais hop, j'ai Audrey Lemieux là. J'ai Robin Frossi là, il y a Marc Durand derrière. Non, mais c'est sympa. Tu vois, l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir toucher un petit peu à tout. Moi, pour l'instant, je m'éclate. On verra bien où ça nous mènera. Je ne te cache pas que j'ai quelques petits projets en arrière, quelques petits trucs qui me trottinent dans la tête. Mais c'est normal, hein, ça tourne. Bah, écoute, Audrey, je te remercie beaucoup. C'était Audrey Lemieux. Donc, Audrey, qui va commenter les Jeux Olympiques en triathlon pour les Jeux Olympiques de Tokyo cette année. Donc, encore félicitations à toi. Encore bravo. J'étais très, très honoré de t'avoir aujourd'hui, Audrey. Ben, merci beaucoup. Ben, c'est moi qui te remercie. Un grand, grand merci à toi. Puis, je souhaite une belle et bonne continuation. À très, 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 très bientôt. Bye bye. Merci et bonne continuation à toi aussi pour tes beaux projets. Merci beaucoup, Audrey. Allez, ciao.